Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission, une émission spéciale aujourd'hui autour de Gérard Larcher, le président du Sénat. Bonjour Gérard Larcher, merci d'être avec nous, de vous être levé bientôt ce matin pour cette émission. 3 parties dans cette émission, une partie territoire, une partie nationale et internationale et enfin nous parlerons du Sénat et de la réforme des institutions dans un 3e temps dans cette émission. À mes côtés pour vous interroger avec vous ce matin dans cette première partie, Fabrice Vesser-Redon, bonjour. Qui représente le groupe EBRA, c'est 9 journaux de la presse quotidienne régionale, dont le Progrès de Lyon, le Dauphiné, les dernières nouvelles d'Alsace, il y en a 9. Et ensuite, Anne-Charlotte Duvivier, à vos côtés, bonjour. Vous êtes, vous, rédactrice en chef à WEO TV, et vous travaillez aussi pour le Courrier Picard. Merci d'être avec nous ce matin. Enfin, Éric Moine, de l'Écho républicain, et du groupe La Montagne, donc, est présent sur ce plateau. Vous connaissez bien ce titre, Gérard Larcher, qui va jusqu'à Rambouillet. Au quotidien. Voilà, au quotidien. Dans un instant, nous retrouvons en direct et en duplex Nicolas Gallup, qui est le rédacteur en chef de la plus grande chaîne TNT régionale de France, Azur Télé, et Samia Dechir, qui est en direct de Charleville-Mézières et qui est sur les traces, les pas d'Emmanuel Macron avec ce Conseil des ministres décentralisé aujourd'hui. On reviendra tout à l'heure avec Nicolas Gallup et Samia Dechir sur ces thématiques. Vous serez regardé, Monsieur le Président, par 35 patrons des télés locales de France. Ce réseau exceptionnel, ils sont là, ils vous regardent, ils sont juste à côté, derrière cette porte, tout au long de cette émission. Ils nous regarderont ce matin, ce sont nos partenaires, les partenaires qui nous permettent au quotidien de faire cette émission. Gérard Larcher, avant de poursuivre cette émission, je voudrais connaître votre sentiment sur ce drame qui a eu lieu à Marseille. On en est à 5 victimes. 2 immeubles se sont effondrés. À ce stade, est-ce que vous pourriez, comme on l'a entendu, mettre en cause la municipalité de Marseille ? D'abord, c'est vrai, c'est un drame humain. Et quand on a été maire comme moi... on mesure ce que peut représenter, même si la taille des communes est différente, cette question de l'habitat indigne. C'est un sujet que nous avons abordé parce que, au-delà du drame, au-delà des polémiques qui, derrière chaque drame, naturellement, sont l'occasion de se poser un certain nombre de questions, il y a les raisons pourquoi on en est là. Il y a un mois, au Sénat, le sujet de l'habitat indigne a été l'objet d'échanges extrêmement forts dans le cadre de la loi sur le logement et la loi Elan. Et nous avons fait un certain nombre de propositions, dont certaines ont été retenues, qui ont donné lieu à un accord avec l'Assemblée nationale, notamment pour renforcer la lutte contre l'habitat indigne, pour clarifier les responsabilités des uns et des autres. Au point d'ailleurs que nous avons habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance parce qu'il y a un vrai maquis. Aujourd'hui, il y a 13 intervenants potentiels. Quand il s'agit de santé, c'est le préfet. Quand il s'agit de la partie immobilière, c'est le maire ou le président de l'intercommunalité. Vous voyez ? Mais nous sommes la 7e puissance du monde. Il y a une nécessité urgente de clarification. C'est ce que les sénateurs, avec leur expérience de terrain, ont dit dans le cadre de la loi Elan. Notre rapporteur, Mme Estrosi Sassone, ou la présidente de la commission, Mme Prima. C'est quoi le drame de la pauvreté qui reste vivace dans la 7e puissance du monde ? C'est pas que le drame de la pauvreté, c'est aussi le drame de la complexité parfois administrative. Quand on a les premiers éléments, on voit que par exemple, il y a un propriétaire qui a refusé de vendre à Marseille Habitat et que ça a duré des années et des années. Voilà pourquoi il faut renforcer les pouvoirs du maire dans ce cadre-là, parce qu'il faut qu'on puisse intervenir. Comme en plus, quand vous êtes en secteur sauvegardé, il y a des complexités. Voilà pourquoi le principe de simplification est essentiel. Il n'empêche qu'il y ait un drame humain. Et que face à ce drame humain, nous avons un impérieux devoir d'aller plus vite. Voilà pourquoi l'ordonnance que le gouvernement doit sortir, je le disais la semaine dernière, sans penser à Marseille, au nouveau ministre, M. de Normandie, sortez vite les décrets de la loi Elan.
Merci. L'actualité, c'est aussi la colère qui gronde, Gérard Larcher, sur le pouvoir d'achat et particulièrement sur l'augmentation du prix de l'essence. Nicolas Gallup, je l'ai présenté il y a un instant, d'Azur TV, est en direct de Toulon, dans le Var. Vous êtes le rédacteur en chef de la plus grande chaîne TNT de France. Qu'en est-il dans le Var de cette affaire, Nicolas Gallup? Vous avez une question à ce sujet à poser à Gérard Larcher. Tout à fait, bonjour Cyril, bonjour Monsieur le Président. Alors dans le Var, comme dans toute la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la colère gronde. Elle est d'ailleurs à la une du quotidien régional Var Matin, Nice Matin. 17 000 personnes sont prêtes à participer au mouvement de blocage du 17 novembre. Beaucoup de TPE, beaucoup de PME dans notre région qui sont contraintes d'utiliser des flottes de véhicules utilitaires au diesel. Donc première question, que pensez-vous de la méthode punitive choisie par le président Macron? Considérez-vous que c'est la bonne méthode? Et puis ensuite, les aides promises par le président Macron qui seront assurées une nouvelle fois par les territoires, par les collectivités locales, notamment les régions. Pensez-vous là aussi qu'il s'agit d'un choix judicieux de notre président? Gérard Larcher. Je crois qu'il y a un vrai problème au-delà de cette question des carburants, de compréhension entre les Français et l'exécutif. Et les carburants ne sont qu'un exemple. Et puis il y a une réaction quand même très très française. Dès qu'on a un problème, la seule solution c'est la taxe. Puis derrière, le moment où on a taxé, on détaxe. Et on construit des usines à gaz pour détaxer. Et on a quelques expériences au cours des 15 ans qui viennent de se passer. La réalité, c'est que dans 70% du territoire, il n'y a pas de transport collectif quotidien péréqué. Et que donc plus de 75% de ceux qui vont au travail utilisent leur véhicule ou partagent un véhicule quand, début de progrès, on pratique le covoiturage. Et il faut le dire, l'affaire des carburants, le Sénat, le 24 novembre 2017, en débat, avait mis en garde. Il avait mis en garde sur une décision de pluriannualité à un moment où les cours, notamment du pétrole, étaient bas. Et ils avaient dit, c'est le texte, je vous renvoie au journal officiel, ils avaient dit, attention, c'est extrêmement volatile. Et il faut prendre une décision annuelle. Et puis en cas d'élévation des cours, il faut stabiliser la taxe. On est parti quand même, d'ici 2022, dans 46 milliards de prélèvements au travers de la taxe. 46 milliards de prélèvements supplémentaires. Alors, je termine sur la question qui m'est posée depuis le Var. Est-ce que ce que propose le président Macron, c'est un premier geste, mais je crois que le vrai geste, c'est l'annualité de la taxe. Et en même temps de se poser la question qui est réelle, où va cet argent? Parce que cette année, on va passer de 13,7 milliards à 19 milliards de recettes, par exemple, et il n'y aura pas, à part quelques euros de plus, pour la transition écologique. Ça va dans les caisses de l'État. Éric Moine, l'Éco-Républicain. La réaction d'Emmanuel Macron doit être rapide. Là, la grogne s'est transformée en colère avec les gilets jaunes. Est-ce qu'on va vers des bonnets rouges, comme en 2013? Est-ce que Emmanuel Macron ne va pas être contraint de reculer? On a le projet de loi de finances, c'est le moment de le faire. Il y a une opportunité, il n'y a pas besoin d'un texte spécial. C'est au moment du projet de loi de finances qu'il faut revisiter la décision de l'an dernier, la rendre annuelle, se poser aussi la question, notamment pour les 3 600 000 ménages français qui remplissent leur cuivre de fioul. La facture, vous le savez, sera 200 à 250 euros de plus. Ça compte pour un ménage. On parle d'aider ceux qui sont proches du SMIC, mais il y a toutes ces classes moyennes qui n'en peuvent plus entre le CSG, augmentation des prix de l'énergie et maintenant complémentaires santé qui vont avoir une petite prime de 7%. Charlotte Duvivier. 300 euros de plus pour une cuve de 1000 litres en un an. Ouais. Vous étiez sur le terrain en Seine-et-Marne lundi, vous l'avez bien vu, la grogne elle est là, la tension elle est là. Il y a un désamour entre les Français et Emmanuel Macron. Comment on rétablit les choses là aujourd'hui? C'est cette itinérance qui va... En tous les cas, je crois qu'il y a une profonde déception. Il y a une profonde déception par rapport
aux annonces qui avaient été faites, sans doute à l'espérance qu'avait fait naître un nouveau président, et on s'aperçoit que dans le quotidien, il y a eu tellement de distance entre l'exécutif. Et vous savez, la crise avec les collectivités territoriales, qui demain, je l'espère, à Rennes, connaîtra une première fenêtre. Elle n'est pas une crise uniquement avec les élus, elle n'est pas une crise avec les structures. Parce que derrière les maires, ce sont les citoyens. Et ce sont les citoyens qui aujourd'hui ont le sentiment, dans une partie du pays, il y aurait un espèce de pays des métropoles. Et on a besoin des métropoles. Puis un pays qui serait un peu oublié, un peu méprisé. Il faut qu'on fasse très attention, y compris pour la démocratie. Fabrice Vesser-Redon. Vous évoquiez tout à l'heure la complexité sur le terrain, pour les maires notamment, de faire avancer les dossiers, de faire changer les choses. Le nombre de démissions de maires a explosé en peu de temps, là. Ça vous inquiète pour les prochaines municipales ? Bien sûr, mais c'est peut-être encore plus le nombre de démissions de conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Ça traduit exactement cette relation avec les citoyens, parce qu'ils sont très directement des citoyens parmi les autres, choisis par les citoyens, les conseillers municipaux. Et il faut qu'on soit très attentif à ce signe-là. C'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Gérard Larcher, on va rejoindre Samia Dechir, qui est en direct de Charleville-Mézières. Bonjour Samia. Y a-t-il des annonces attendues à propos de ce Conseil des ministres totalement décentralisé qui arrive ce matin ? Oui, ici, on attend des annonces concernant ce qu'on appelle le plan Ardennes 2022, puisque le département fait partie des territoires qui ont été sélectionnés pour bénéficier d'un plan d'action de l'État pour rendre le territoire plus attractif. Donc il y a plus de 500 acteurs locaux qui ont travaillé pendant plusieurs mois pour émettre des propositions, mais on ne sait pas encore lesquelles vont être retenues, ni quelle enveloppe financière sera débloquée par l'État pour ce plan Ardennes 2022, et tout ça pourrait être précisé aujourd'hui. Et puis, au-delà de ce contexte local, il y aura bien sûr le contexte national de grogne contre la hausse du prix des carburants qui pourrait s'inviter en Conseil des ministres, et des annonces pourraient être faites à l'issue de leur réunion. Les ministres sont donc attendus ici en milieu de matinée, et à l'issue de ce Conseil des ministres, le président de la République se rendra sur cette place du Cal de Charleville-Mézières, où il sera reçu en mairie avant un déjeuner avec les élus locaux. Gérard Larcher, on entendait donc Samia Dechir nous parler de ce Conseil des ministres décentralisé à Charleville-Mézières. Est-ce que cette itinérance du président de la République, ça va suffire ? En tous les cas, le choix de Charleville-Mézières est un bon choix. C'est un territoire qui a terriblement souffert de la désindustrialisation et qui a besoin de retrouver les chemins de l'espérance dans cette région Grand Est. Je crois que la démarche d'itinérance pour la mémoire, pour la nation, est une démarche que je trouve positive, intéressante et vraiment, quand on se retrouvera dimanche à l'Arc de Triomphe, je pourrais dire un mot au président de la République, mais il aura d'autres interlocuteurs sans doute à ce moment-là, que c'est une bonne démarche. Est-ce que ça suffit à renouer avec le pays ? Il en faut beaucoup plus. Il faut surtout, pour renouer avec le pays, retrouver la confiance. Et pour retrouver la confiance, il faut le respect. En tout cas, on évite toutes les métropoles. On passe à Maubeuge, à Feigny, dans demain, il me semble. Enfin, on n'est plus dans les grandes métropoles. On revient très sur important. les territoires, ça vous tient à cœur. Je n'oppose pas les métropoles au reste du territoire. Je pense que les villes moyennes, les villes intermédiaires ont un rôle très très important. Que les métropoles, c'est essentiel. Je pense aux 6 métropoles à dimension européenne. Mais parfois, nos compatriotes ont le sentiment qu'on a oublié ce mot du général de Gaulle, la France c'est tout à la fois. Eh bien, je crois que c'est l'occasion de réaffirmer que la France, c'est tout à la fois. Depuis la modeste commune rurale jusqu'à la grande métropole, nous avons besoin de chacun des éléments du puzzle qui construisent la République. On va y revenir avec Éric Moinet et Fabrice Vesser-Redon. Ce qui a marqué ce début de rentrée, c'est la mise en place de la suppression de la taxe d'habitation pour une grande partie des Français. On va regarder un exemple en Occitanie. C'est la chaîne TNT Via Occitanie, partenaire, je vais dire historique depuis le début de cette émission, qui y revient. On en discute après avec vous, Gérard Larcher. La taxe d'habitation est arrivée dans nos boîtes aux lettres, mesure phare du gouvernement qui a instauré cette année une baisse de 30% à destination de 80% des ménages. Mais mauvaise surprise pour certains Français, 55 communes de plus de 10 000 habitants
ont voté des augmentations de taux. Et 4 sont en Occitanie, Ramonville-Saint-Agne en Haute-Garonne, Albi dans le Tarn, Frontignan dans l'Hérault et Argelès-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Une station balnéaire qui multiplie sa population par 15 l'été. Une hausse de 2% pour compenser la baisse des dotations de l'État. Entre 2013 et 2017, la diminution des aides de l'État se monte en somme cumulée à 2 800 000 euros. Je vois mal comment on pourra répondre aux besoins des administrés et en quelque sorte, je crois que la qualité de vie en souffrira. Ils ont augmenté le taux d'imposition, chacun sa responsabilité, rétorque Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, en déplacement à Ganges dans l'Hérault. Et le gouvernement n'est pas un gouvernement qui est en guerre avec les élus locaux. Chacun, c'est la décentralisation, est responsable. Donc on peut même dire qu'il y a eu moins de communes que l'année dernière et qu'elles ont moins augmenté les impôts que l'année dernière. Et les contribuables n'ont pas tardé à réagir. Le hashtag Balance ton maire a été créé sur Twitter pour dénoncer cette pratique. Alors Gérard Larcher, la fiscalité et ce gouvernement. D'abord sur le hashtag, c'est vraiment une démarche populiste par excellence. Et si on pense que c'est en montrant du doigt les maires et les conseils municipaux qu'on va donner confiance en la République, là, on se plante. Et je l'ai dit très directement au président de la République. Si on veut reconstruire la confiance, c'est d'abord en se posant la question qui a le pouvoir de taux. Et donc, dans le remplacement, je vois M. Darmanin, que je connais bien, il en est à son 6e scénario de remplacement de la taxe d'habitation sur une décision légitimée par les Français à l'occasion de l'élection présidentielle, que je ne remets pas en cause. Mais on va bientôt attaquer le 7e scénario du remplacement. Et je souhaite que ce scénario, on le bâtisse ensemble. C'est ce que j'ai proposé au président de la République en prenant son discours du Congrès des maires. Les 2 commissions des finances, les 3 grandes associations d'élus et, naturellement, l'exécutif. Il faut qu'on sorte de ce petit jeu, en plus, par hashtag et SMS et tweets interposés. Redevenons sérieux, rebâtissons la confiance et le respect. Un Grenelle des territoires comme le propose Xavier Bertrand ? Ouais, je me méfie du mot Grenelle, c'est déjà beaucoup utilisé. On va proposer de changer de rue. Mais peut-être un Beauvau des territoires. Un rue de Vaugirard des territoires. Ouais. En tous les cas, nous, on est disponibles. D'accord. Et je le dis, c'est le rôle du Sénat. C'est notre représentation. Et ici, pas simplement pour représenter des structures, mais derrière, il y a les Français. Il y a 66 millions de Français. L'Assemblée des départements de France. La taxe d'habitation, c'est un système, encore une fois, qui rappelle d'anciens systèmes français où on dit toujours, le gouvernement dit toujours, on supprime une taxe, mais on oublie comment on va la compenser. On a l'exemple encore aujourd'hui, c'est la demande principale des départements sur le RSA et les mineurs étrangers. On a 10 milliards aujourd'hui de RSA à fournir. Le gouvernement, l'État n'en fournit plus qu'un tiers maintenant, c'est encore sur le dos des départements. Les mineurs étrangers, on doit être à 20 ou 30 000 par an maintenant. Pareil, on multiplie par 2 ou 3 en 2 ans les coûts pour les départements. C'est une forte demande de Dominique Bussereau, le président du département de France. Voilà. Aujourd'hui, c'est le congrès et demain des départements de France. À Rennes. Est-ce que vous mêlez votre voix à la leur pour réclamer à l'État de clarifier ce financement des charges qui retombent sur les départements? Et je compléterai avec vous des informations à nous donner, Gérard Larcher, à nous livrer vers quoi on se dirige là-bas, dans cette Assemblée. D'abord, des informations privilégiées. Oui, je me suis associé à l'appel de Marseille. Parce que nous partons avec beaucoup d'espérance le 17 juillet 2017 ici au Sénat. C'est la conférence nationale des territoires. Nous terminons dans l'échec le 12 juillet, un an après de cette année. Ni l'association des maires, ni les départements, ni des régions ne participent à la conférence nationale des territoires, auquel je participe. Non pas qualité de président du Sénat, mais par choix. Et je vais à cette conférence. Et je dis à cette conférence, d'ailleurs au Premier ministre, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas parler de l'avenir des territoires sans les représentants des territoires. Il y a bien sûr des associations spécialisées. L'ADF. Et alors, sur ce sujet très précis, je crois que le président de la République a entendu l'appel de Marseille. Et que le premier rendez-vous, c'est le congrès des départements qui commence demain à Rennes. Est-ce qu'il y aura des réponses? Peut-être qu'on n'aura pas toutes les réponses, parce qu'en 3 semaines, je crois aussi qu'il faut être raisonnable, laisser un peu de temps au temps pour apporter les éléments de l'avenir. Mais s'il n'y a pas de réponse et de perspective sur les allocations individuelles de solidarité,
Sur la question des mineurs étrangers, vous savez, Dominique Bussereau, qui est un homme violemment modéré, quand il disait à votre confrère Sud-Ouest, au mois de septembre, quand j'en accueillais 10 par semaine, j'en suis à 14 par jour ouvrable, du fait de l'ouverture, en quelque sorte, de la voie espagnole, il va falloir qu'il y ait des réponses, parce que ça, c'est une responsabilité régalienne, que la question migratoire. Elle ne peut pas peser sur les seuls départements. Et puis, il y a la relation, je reviens aux métropoles, entre les métropoles et les départements. On ne peut pas se réunir à l'Élysée, les présidents de métropole, sans les présidents conseils départementaux. Il faut qu'on arrête de jouer à ça, parce que on détruit les choses. Justement, on en est où justement sur ça? Les métropoles, les départements, là dans le Nord, on a un exemple précis. Jean-René Le Cerf était vraiment très mécontent de ce que vous venez de dire. Comment ça c'est possible? Ou alors on laisse tomber? Non, je crois que le président de la République a aussi compris, c'est dans l'entretien que nous avons eu, Dominique Bussereau et moi-même, avec lui. Il s'est d'ailleurs tourné vers le Sénat parce que constitutionnellement, c'est un texte qui viendrait d'abord devant le Sénat. C'est ainsi. C'est la Constitution. J'ai bien noté que Lille, la métro, Nantes, maintenant Bordeaux, ne souhaitent plus s'engager dans cette démarche. Je ne sais pas pour Toulouse, je verrai le président Boudingue dans quelques temps. Les deux autres démarches qui restent, Marseille est différente puisque c'est une démarche qui part, comme Lyon, de la base. Et cette démarche, quand elle part de la base, elle nous semble une démarche intéressante. Il demeure la situation dans les Alpes-Maritimes, mais qui mériterait une émission spéciale pour qu'on retrouve les équilibres. Gérard Larcher, on a quand même l'impression, vous restez un défenseur des territoires, vous restez un défenseur des départements, des communes, des maires, qui sont aussi votre électorat. Et vous n'êtes pas un peu tiraillé, là, vous n'êtes pas dans une situation un peu infernale entre votre position d'homme d'État, il faut quand même prendre des décisions depuis Paris à un moment donné pour une unité nationale, républicaine, et cette défense des territoires. Vous n'êtes pas un peu dans une situation d'équilibre? Je suis un défenseur de la décentralisation. C'est-à-dire de la subsidiarité. Elle fonctionne plus ou moins bien là aujourd'hui. Ben oui, parce qu'il y a d'abord une tentative de recentralisation de la part d'un État qui doit se consacrer à l'essentiel. C'est la responsabilité de l'État, par exemple, la gestion des flux migratoires. Et il est en train de la faire gérer pour des raisons financières par les départements dans l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés. On est dans cette recentralisation. Je ne suis pas du tout tiraillé. C'est parce que, je ne sais pas si je suis un homme d'État, mais moi qui crois en la République, je vous répète sans cesse, et je répète sans cesse, que chacun de ces territoires, et surtout chacune des communes, des départements, ce sont des petites républiques dans la grande. Vous reprochez au général de mener la guerre tout seul, alors que vous êtes plutôt le fantassin des territoires. Je ne sais pas, je l'ai lu dans vos colonnes, que j'étais un fantassin. Je ne souhaite pas être dans ma tranchée, pour faire un parallèle avec une mémoire historique. Je souhaite simplement qu'on soit, un jour, on se retrouve et on se serre la main. Et qu'on ait notre nuit de Noël à nous aussi. Vous voyez, je fais allusion à un film assez émouvant. Dans ces moments où, en reconstruisant notre mémoire, on voit que ce qui nous rassemble doit être plus fort que ce qui nous divise. Gérard Larcher, pas de ministre prévu, on va vers un échec à l'ADF. Ou vous avez des informations qui pourraient laisser penser qu'un Jacqueline Gouraud pourrait y aller, par exemple? Aujourd'hui, il y a une réunion importante du bureau de l'ADF qui décidera un peu des perspectives. Je crois qu'il faut toujours donner la chance au dialogue. De jamais fermer la porte au dialogue. Si je suis un fantassin, je suis un fantassin du dialogue. Je l'ai été quand j'étais ministre du Travail. Ne jamais renoncer. Oui, ne jamais renoncer à se parler, sauf quand les valeurs essentielles sont en cause. On a quand même senti que vous êtes peut-être un fantassin du dialogue, mais rarement vous vous êtes exprimé aussi librement et durement à l'égard d'un président de la République. Je ne sais pas si c'était dur, mais j'ai essayé de m'exprimer en vérité. Vous savez, j'ai des relations avec Emmanuel Macron, qui sont des relations plutôt simples, plutôt directes. On dit qu'il vous téléphone. Il vous téléphone. Et il a pu voir que ses inquiétudes n'étaient pas fondées. Mais mon devoir, c'est aussi la vérité, parce que j'essaie, je ne sais pas si je réussis toujours, de ne pas jamais être dans la caricature. Et je crois que aujourd'hui, le président a entendu les territoires. Maintenant, il faut le traduire en concret. Je lui ai dit que j'étais
un thomiste première manière. Je veux voir vraiment les propositions qui seront faites. Gérard Larcher, deux sujets qui préoccupent beaucoup les territoires. On a beaucoup de remontées, notamment dans notre journal des territoires, chaque matin là-dessus, que vous connaissez bien. La fracture numérique et le problème des petites lignes. Il y a des questions là-dessus. Éric Moine, Anne-Charlotte Duvivier, Fabrice Besser-Redon. On parle beaucoup de fracture numérique en pensant informatique, mais on peut aussi commencer par la fracture numérique à propos des téléphones, des réseaux téléphones. J'ai l'exemple hier sur un territoire proche du vôtre, à Épernon, qui est resté entre avant-hier soir et hier midi, qui prend presque 24 heures, sans réseau téléphonique SFR et Bouygues. Le gouvernement avait annoncé un accord avec les grands opérateurs il y a quelques mois, que tout devait être réglé très rapidement, mais il reste encore ce qu'on appelle des zones blanches, il y a encore plus de 500 communes. La question, Éric Moine. Est-ce que le Sénat peut participer à mettre la pression Il met la pression. Je voudrais rappeler qu'il y a eu un rapport en 2017 du président Moret et de Patrick Chaise, qui aujourd'hui a une responsabilité importante. Nous allons aujourd'hui évoquer cette question de l'agence numérique dans le cadre de la proposition de loi sur l'agence de cohésion des territoires. Parce qu'il nous semble, quand on parle de cohésion des territoires, et que le numérique n'est pas présent, où la téléphonie mobile n'est pas encore présente, pardonnez-moi, ces territoires ont très peu de chance. Il peut y avoir des pannes, y compris à Épernon ou à Rambouillet. Mais c'est vraiment une préoccupation du Sénat. Ça va être un des sujets du débat aujourd'hui. Pour un bon dynamisme de territoire, il faut évidemment qu'il y ait des transports. La SNCF, il y a beaucoup de dessertes qui sont menacées. Certaines ont été sauvées. Chez nous, c'est Abbeville-le-Tréport qui vient d'être sauvé grâce au financement de la région. Finalement, est-ce que les habitants ne payent pas aussi la modernisation de la SNCF? Est-ce que finalement, aujourd'hui, il faut forcément que le service public soit rentable pour qu'il existe encore? Débat sur la SNCF. Ici. D'abord au travers d'une proposition de loi. Nécessité de contractualiser, j'aime pas le mot petite ligne, mais des lignes d'intérêt régional. Et pas forcément rentable. Nous allons avoir un texte sur les mobilités. Je viens de désigner à l'agence, à l'ARAFER, qui s'occupe de transport, l'ancien président de la région Grand Est, Philippe Richert, pour qu'il y ait un homme qui ne soit pas uniquement un ingénieur, aussi brillant soit-il, pour qu'il parle représentation des territoires. Il y a prévu dans le texte, à l'initiative du Sénat, des contractualisations particulières et notamment la soutenabilité des redevances d'infrastructure. Si les redevances d'infrastructure sont sur la ligne Abbeville-le-Tréport strictement insoutenables, bien un jour, il n'y aura plus de transport collectif. C'est la loi mobilité aussi qui va être l'occasion de faire le point. Elle devrait être examinée en première lecture au Sénat au début de l'année. Merci Gérard Larcher. Fin de cette première partie de l'émission. Vous restez avec nous, bien entendu. Merci Fabrice Besser-Redon du groupe EBRA. Merci Anne-Charlotte Duvivier de WEO Picardie et Éric Moine de l'Écho Républicain d'avoir participé à cette première partie d'émission. Dans un instant, on va faire la deuxième partie, cette actualité nationale et internationale. Tout de suite, on va regarder le Zap Monde de notre partenaire, autre partenaire de cette émission, TV5 Monde. On regarde ce qui s'est passé ces dernières heures avec, aux États-Unis, évidemment, les élections dites de mi-terme, de mi-mandat, les conséquences pour nous. Et on regarde ce qu'en a pensé également Donald Trump. A tout de suite avec Gérard Larcher. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. The whole world is talking about. We're the hottest nation in the world. We're the hottest. C'est une victoire pour les démocrates. On n'a pas tous les résultats effectivement, mais ils sont assurés de reprendre le contrôle de la Chambre basse du Congrès américain. Ils devraient remporter 35 sièges de plus que ce qu'ils avaient. Il leur en fallait seulement 23 de plus, donc c'est une vraie victoire. L'immigration figure au chapitre des promesses non tenues. Donald Trump n'a pas réussi à financer le mur sur la frontière avec le Mexique, ni à supprimer la protection sociale Obamacare. Pas de quoi ternir la popularité du président, déjà en campagne pour 2020. À noter des élections intéressantes. Deux femmes musulmanes vont rentrer à la Chambre des représentants, Ilhan Omar de Minnesota et Rashida Tlaib du Michigan. Et puis c'est une première côté gouverneur, vous savez il y a aussi les élections de gouverneurs. Dans le Colorado, là
c'est un homosexuel ouvertement affiché. Il s'appelle Jared Polis, qui est élu. C'est la première fois qu'on a un gouverneur gay aux États-Unis. Regardons ensemble ce dessin de notre compatriote Chapat dans le New York Times qui illustre ce climat de colère très polarisé. Un blanc à casquette rouge, républicain, contre une femme métisse démocrate. Et le plus fâché gagne. Sans vouloir insulter le président en place, je n'aime pas les changements qui sont en train de se passer. Si votre voix ne peut être entendue, vous ne pouvez pas faire changer les choses. Dans ce pays profondément divisé, ce scrutin a des allures de référendum pour ou contre le président américain. Si nous n'allons pas voter, nous serons coincés, victimes de leur inactivité. Nous devons voter pour que les choses changent ou nous serons condamnés à vivre dans la terreur pendant les 2 prochaines années. À Brooklyn, les électeurs sont plus nuancés. J'espère que tout le monde va aller voter pour défendre ses intérêts. Notre intérêt en tant que pays, c'est d'être ensemble et non les uns contre les autres. On va revenir sur cette actualité aux États-Unis avec Gérard Larcher, qui est notre invité ce matin dans Territoire d'Info. Merci d'être là. Deuxième partie, c'est l'actualité nationale et internationale. Pour vous interroger, à mes côtés, Oriane Mancini, la spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Bonjour Cyril. Merci d'être avec nous. Et bonjour Hervé Favre, de La Voix du Nord, éditorialiste depuis le départ de cette émission. Merci d'être avec nous. Donald Trump va vivre le reste de son mandat dans une forme de cohabitation, Hervé Favre. Oui, finalement, c'est un régime qu'on a, nous, déjà connu. Les États-Unis, ils sont habitués. On l'a connu, nous, 3 fois. Est-ce que c'est finalement un bon régime pour l'équilibre des pouvoirs? D'abord, on est aux États-Unis et la Constitution est un peu différente. Mais je crois qu'en démocratie, les contre-pouvoirs sont toujours utiles. Quand je plaide le bicamérisme et le contre-pouvoir que représente le Sénat dans la République française, eh bien, je plaide tout simplement pour qu'il y ait toujours, dans une démocratie, le temps de l'interrogation, le temps de la critique, le temps de propositions différentes, et le rôle du contre-pouvoir est tout à fait essentiel. Je pense que c'est une chance pour les États-Unis. C'est vrai que ça avait un côté référendaire, que cette élection de midterm, référendaire par rapport à l'attitude de M. Trump qui voyait l'America first et j'allais dire alone, parfois un peu seul dans le monde. On va venir sur les questions internationales après et les questions nationales dans un instant. Je rappelle que François-Xavier Lefranc de Ouest France, le rédacteur en chef, partenaire de cette matinale d'info, est en direct et en duplex de Rennes. Il est avec nous dans un instant. On va le rejoindre, il a une question à vous poser. Et puis toujours les 35 dirigeants des télé locales de France qui sont là à côté à la porte de ce studio et qui vous regarde, Gérard Larcher. Oriane Mancini. Oui, on entendait dans le Zapmonde à l'instant cette phrase, l'intérêt c'est de vivre ensemble et pas les uns contre les autres. Est-ce que ce matin les États-Unis sont un pays coupé en deux? Est-ce que Donald Trump est à même de ramener l'unité dans son pays? D'abord, il est le président des États-Unis et il a la responsabilité de rassembler. C'est le rôle des présidents dans les grandes démocraties. Le signal qui lui a été envoyé au travers de la Chambre des représentants va l'obliger à composer avec la majorité démocrate. En même temps, on le voit bien dans un certain nombre, il faudra analyser plus loin, mais dans un certain nombre d'États, les inquiétudes liées aux questions de l'identité, des migrations ont pesé dans un vote républicain. Peut-être que ces sujets viendront dans le débat européen que nous aurons au printemps. On va y venir, mais un mot sur la défense, puisque la politique de Donald Trump, eh bien, elle pousse l'Union européenne à s'adapter en matière de défense, puisque les États-Unis veulent réduire leur implication. Hier, Emmanuel Macron a déclaré « On ne protégera pas les Européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne ». Est-ce que c'est une proposition réaliste, selon vous? En tous les cas, d'avoir une défense européenne, oui. Une armée européenne, vous savez, il faudrait bouleverser les traités, il faudrait bouleverser la constitution allemande, et il faudrait trouver un accord avec le Royaume-Uni. Parce qu'il y a aujourd'hui 2 armées en capacité de projection, c'est l'armée française et l'armée britannique. Mais je crois qu'il faut progresser en matière de défense européenne. J'étais l'invité du V8 à Bucarest. Le V8, c'est les 8 pays qui sont à l'est de l'axe maléfique, paraît-il, qui part de l'Italie jusqu'à Varsovie, et leur inquiétude vis-à-vis notamment de la Russie, la présence de l'OTAN pour eux est une présence indispensable. Mais en même temps, il ne faut pas se reposer uniquement sur l'OTAN.
Et il faut donc que la coopération, la défense européenne se construise. Autant je pense que l'armée européenne, ça n'est pas pour demain, autant que je pense que la défense européenne, c'est un véritable objectif dont nous devrons débattre dans le cadre des élections européennes. Hervé Favre. Alors justement, vous avez souligné qu'une défense européenne sans la Grande-Bretagne n'aurait finalement pas grand sens. Ça nous pose, surtout pas beaucoup de moyens. Pas beaucoup de moyens, puisque c'est la deuxième puissance militaire. Ça nous amène à la question du Brexit qui approche. Le Sénat a voté donc la loi d'ordonnance pour préparer. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui la France est prête en cas d'une absence d'accord au niveau européen? D'abord, je souhaite un accord. Je souhaite aussi que l'accord de Lancaster House entre nos deux pays en matière de défense... il est possible cet accord? Il est possible cet accord encore? Bien sûr, il fonctionne d'ailleurs. Et il doit continuer à fonctionner, aussi bien dans l'intérêt de la France, de l'Europe, que du Royaume-Uni. Troisième des choses, le sujet, il est irlandais aujourd'hui. Nous avons un accord, il y a même un accord sur les 60 milliards du divorce, de la corbeille de divorce. Mais le sujet, c'est l'Irlande. Or, Mme May est dans une situation politique où elle dépend des unionistes d'Irlande du Nord. Michel Barnier fait un travail exceptionnel sur le terrain de persuasion. Et je pense aussi aux relations que nous avons, nous, avec le Sénat de la République d'Irlande, et notamment le président du Sénat, qui est un homme à la fois de l'Ulster et de la République d'Irlande. Il faut que nous continuions jusqu'au dernier jour à tenter de trouver un accord. Parce que l'absence d'accord que nous avons préparé, Hervé Favre, notamment sur les ordonnances, pour nous préparer à l'échec éventuellement d'accord ou à un accord intermédiaire, il sera dramatique pour le Royaume-Uni, l'absence d'accord, mais aussi pour nous. Je prends un exemple. Xavier Bertrand prend l'exemple du port de Calais qui risque d'être engorgé par des milliers de camions attendant le contrôle aux frontières. Mais moi, je vais vous raconter autre chose, ce que j'ai vécu en Occitanie. Le patron d'Airbus m'explique que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a plus de normes. Et que les ailes sont fabriquées au Royaume-Uni. Ouais. Ça veut dire qu'on ne pourra pas, pendant plusieurs mois, assembler la 350. Vous voyez les conséquences industrielles, pratiques, sociales, financières d'une absence d'accord. Il faut se battre jusqu'au bout pour un accord. Il faut se battre pour un accord, mais Nicolas Sarkozy va jusqu'à dire, lui, que le divorce est évitable. Vous partagez son constat ? Peut-être aurait-on pu l'éviter, mais là, je pense que les ménages sont dos à dos, là. Hervé Favre. Emmanuel Macron alerte sur les dangers du nationalisme. Il va jusqu'à comparer l'époque actuelle avec les années 30. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Je partage l'observation que l'Europe nous a permis 70 ans de paix. Et qu'on est sorti de ce qu'a vécu la génération de mon père, et notamment mon père, sous les bombardements en Normandie. Mais on n'est pas dans les années 30. Les institutions européennes existent. Et je le dis d'autant plus clairement que moi, j'aurais voté l'article 7, si j'avais été. L'article 7, c'est quoi? C'est qu'il y a des pays, quand ils ne respectent pas les valeurs, il faut leur envoyer les semonces. Les valeurs issues de la démocratie chrétienne, issues du libéralisme, des valeurs de liberté. Et pour moi, c'est essentiel. Mais je vais vous renvoyer un clip, qui est le clip du gouvernement, pour appeler à voter pour les élections européennes. Il vous a choqué. Et il m'a surtout suscité, elle va susciter des angoisses. Et utiliser le visage d'Orban et de Salvini dans un clip sur la participation, d'abord, je trouve qu'on a mieux à faire à rassembler pour l'Union européenne. C'est les traités de fous ne m'apparaît pas la meilleure manière. Et en plus, je trouve que c'est inutilement anxiogène. Et plus on créera de l'anxiété, moins on apportera de réponses, plus vous aurez un vote populiste. Emmanuel Macron crée de l'anxiété. Gérard Larcher, Emmanuel Macron crée de l'anxiété au risque de faire monter les populistes. Je considère que sur ce sujet, et le clip du gouvernement, je le dénonce, je le suis très clair, je le dénonce parce que c'est le contraire de ce que nous devons construire. Et je le dis d'une manière d'autant plus claire que moi, j'aurais été de ceux qui ne sont en total désaccord avec l'attitude de Viktor Orban, que je connais pourtant bien. Et alors sur le plan économique, Emmanuel Macron aussi prend ses distances et il critique l'ultralibéralisme qui a finalement dominé la construction européenne. Est-ce que
Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que c'est pas un peu tard pour réagir? Il n'est jamais tard pour réagir. Et le gaulliste que je suis, l'ancien ministre du Travail, qui s'est battu sur le temps de travail en Conseil des ministres européens, pense qu'à la fois le libéralisme est le seul système économique qui fonctionne, mais que le rôle de l'Union européenne comme des pays, c'est de tempérer ce libéralisme, de lui donner des perspectives collectives, qu'elles soient sociales, qu'elles soient des perspectives d'avenir. L'Europe doit protéger. Elle doit protéger et répondre à la question migratoire, proposer la défense, on vient de l'évoquer, protéger son marché intérieur face à la fin du multilatéralisme et de cette America Alone dont on parlait il y a un instant. Mais aussi, il faut qu'elle fasse un peu rêver les jeunes. L'intelligence artificielle, les perspectives de formation. C'est ça un projet pour l'Europe. Je crois que vous connaissez bien ces sujets. Vous avez un fils qui a vécu aux États-Unis ou qui vit aux États-Unis. Emmanuel Macron fait sa campagne pour les européennes sur ce clivage progressiste contre populiste. Est-ce que pour vous ce clivage est le bon et est-ce que si on n'est pas du côté d'Emmanuel Macron, on est forcément populiste nationaliste? Je crois que diviser l'Europe dans un axe Rome-Varsovie, à l'est de cet axe serait le mal, à l'ouest serait le bien. Si on veut ne pas se réveiller un matin, je ferai tout pour ça. Italien, slovène, autrichien, mais aussi suédois, mais aussi, comme le disait la présidente du Sénat, néerlandais, avec une seule voix de majorité. Face aux populistes, alors, il faut qu'on règle les problèmes. Ça n'est pas en jetant l'anathème sur les uns qu'on aura réglé les problèmes de l'Europe. Et il faut aussi entrer profondément dans cette question de l'Europe centrale et orientale. Ils ont connu jusqu'en 90 la pression du communisme. Ils ont vécu derrière un rideau. Il faut aussi prendre en compte leur réaction parce qu'elle correspond chez eux à un vécu assez différent. Vous savez, ils ne sont revenus à la liberté que 45 ans après nous. Et entre-temps, ils avaient connu l'Anschluss, pour certains d'entre eux, ou l'occupation soviétique. On va se rendre à Rennes, Gérard Larcher, où nous attend François-Xavier Lefranc. Bonjour François-Xavier, vous êtes le rédacteur en chef de Ouest France. C'est le plus grand quotidien francophone du monde, entre autres, et le plus grand quotidien français. Merci d'être avec nous ce matin. Vous aviez justement une question à poser à Gérard Larcher dans ce sens. Oui, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Je vous pose une question sur le vote populiste, justement. C'est une réalité en Europe, c'est une réalité chez nous, ici, sur nos territoires, c'est un mouvement de fond et ça dure depuis très longtemps. Nos territoires, vous l'évoquiez tout à l'heure dans l'émission, ils s'inquiètent. Il y a les crises agricoles, il y a le manque de médecins, la désertification rurale, il y a les maternités qui ferment dans l'Indre. Il y a un cas en ce moment. Il y a la question de l'essence. On voit bien qui fait débat aujourd'hui, qui est récupéré par les populistes, c'est un peu le bal des populistes en ce moment, la question de l'essence. À quelques mois des européennes, et alors que les territoires ont tant besoin de l'Europe, est-ce que vous ne risquez pas d'être dépassé par les populistes ? Quelle alternative politique proposer? Comment parler de l'Europe, parler de développement économique, en ne se faisant pas piéger par les populistes qui sont à la manœuvre en ce moment? Et le mouvement est profond et il est lourd. À partir de demain, le Parti populaire européen est réuni à Helsinki. Et il est réuni à Helsinki pour se choisir son chef de file, mais aussi donner l'arc-boutant de son projet pour l'Europe. Une Europe qui protège, une Europe qui a une ambition, une Europe qui rassemble, et répondre aux interrogations. Ouest France, on va un peu plus loin, et on va en Charente-Maritime. Quand le président Bussereau dit quand j'accueillais 10 mineurs étrangers non accompagnés chaque semaine, depuis le début de l'été, j'en ai 14 par jour ouvrable. Si on ne répond pas collectivement, on ne peut répondre que collectivement à la question migratoire, avec nos valeurs, en considérant que ce sont des hommes et des femmes, si l'Europe collectivement ne réforme pas l'asile, les processus de réadmission et les processus de co-développement, alors, n'ayant pas répondu à cette inquiétude sur l'identité, eh bien, nous aurons des populistes qui continueront d'être à la manœuvre. Il faut regarder les faits en face. Cette réalité, elle est le quotidien des gens. Quand je vais à l'Assemblée des maires de la Mayenne, et que cette question, à Ambrières-les-Vallées, m'est posée,
de la question migratoire de manière très apaisée, mais en même temps insistante, d'une manière respectueuse et pas simpliste, vous vous dites que la responsabilité des politiques, c'est pas de jeter l'anathème contre les autres, c'est d'abord de résoudre. Et je souhaite que le PPE à Helsinki, je suis membre du PPE, puisse apporter des réponses avec un projet partagé en Europe, de l'Est à l'Ouest. Donc Laurent Wauquiez, qui semble faire de l'immigration et de la crise migratoire son sujet de campagne pour les européennes, il a raison d'aller sur cette ligne? Le sujet de campagne, ce sera l'ensemble du projet qui va s'enrichir par les débats d'Helsinki et que nous arrêterons dans quelques semaines. Moi, je ne veux pas d'une Europe qu'on aborde de manière anxiogène. Mais en même temps, regardant les Laurent difficultés... Wauquiez, il aborde l'Europe de manière anxiogène, vous pensez? Non, je parlais du clip du gouvernement, largement plus anxiogène que les propos de Laurent Wauquiez, mais chacun sait. Moi, qui ai partagé avec Philippe Seguin le nom à Maastricht, nous savons qu'il n'y a pas de solution, notamment aux frontières, au développement, dans une Europe qui bientôt ne sera qu'une petite partie du monde en termes de démographie, sans une réponse collective et européenne. On vous sent toujours adoucissant avec Laurent Wauquiez, pourquoi? Parce que c'est ma famille politique. Être adoucissant, ça ne veut pas dire ne pas dire les choses. Et je l'ai dit dans ma famille politique, mais je pense qu'on a une responsabilité politique, Cyril. En même temps, on ne peut pas laisser un espace entre la République en marche et le Rassemblement national qui ne soit pas incarné. C'est la responsabilité des Républicains, c'est aussi la responsabilité d'un certain nombre de responsables des familles centristes. Vous allez y veiller vous-même? Vous voulez y veiller? À rassembler. Vous savez, c'est pas sur la droite, mais en recréant la confiance. Et c'est en travaillant les Républicains en lien avec nos amis centristes que nous pourrons apporter un projet alternatif qui n'est pas encore prêt. Et en même temps jouer notre rôle d'opposition, j'ose plus utiliser le mot constructive, mais positive, attentive. On voit dans les derniers sondages sur les européennes que c'est mal parti. Et on voit que le Front National s'installe en tête, même devant la République en marche, que les Républicains ont du mal à occuper cet espace dont vous parlez. Et qu'est-ce qui se passe? Et moi, ce qui me frappe, c'est que, alors que tout le monde dit que ce sont des élections cruciales pour l'Europe, les grands leaders politiques ne s'engagent pas. En tous les cas, moi, je m'engagerai et comme président des Sénats d'Europe, je peux vous dire que je ne laisserai pas sur le côté ce sujet. Je rappelle que les Sénats d'Europe, c'est les Sénats de l'Union européenne, les deuxièmes chambres, plus un pays des Balkans qui connaît le drame de minorités parfois s'opposant, Bosnie-Herzégovine, mais aussi le Conseil de la Fédération de Russie. Et sur la question migratoire, nous avons pris la décision. Ce soir, je reçois le nouveau président du Sénat de Côte d'Ivoire d'entamer avec les Sénats africains un vrai dialogue sur la question migratoire, du co-développement, de la réadmission et, j'allais dire, du vivre ensemble. Et je crois que le rôle des Sénats est tout à fait important. Sur les élections européennes, Alain Juppé, l'année dernière, avait lancé l'idée d'une grande liste des pro-européens, donc allant du centre-gauche au centre-droit. Finalement, cette idée est morte? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je me sens pro-européen. Les Républicains sont pro-européens, et certes, ils ne sont pas pour l'Europe fédérale, mais cette idée de l'Europe fédérale est, pour un moment, j'allais dire vraiment un rêve. Un mot sur Alain Juppé. Est-ce qu'il doit clarifier sa position, Alain Juppé? Est-ce qu'il peut continuer à avoir un pied dedans, un pied dehors? Écoutez, c'est sa liberté. Je pense qu'Alain Juppé, avec l'expérience qui est la sienne, avec la liberté de ton qui est la sienne, il apporte aussi à l'opposition des éléments de réflexion, une forme d'aiguillon. Moi, je pense vraiment que c'est à l'intérieur de ma famille politique que je peux et que je dois peser, tout comme Valérie Pécresse, tout comme Bruno Retailleau. Et puisque je parle devant la Voix du Nord, de dire que Xavier Bertrand, il a fait un choix. Mais non, mais je partage avec Xavier Bertrand beaucoup des analyses. Il y a un rôle national. Bien sûr. Il faut qu'il rentre à la maison. Il faut qu'il rentre à la maison. Pas. Il n'a pas besoin de rentrer à la maison. On peut habiter tout près de la maison et se sentir ensemble avec des idées partagées. On va parler de la politique d'Emmanuel Macron, Monsieur le Président, et notamment de la politique sociale. Comment aujourd'hui vous qualifiez le dialogue social sous le quinquennat d'Emmanuel Macron? On ne peut pas dire qu'il soit dans une forme olympique, le dialogue social. Ce dialogue social,
parfois il a été un peu raccourci, au sens gastronomique, vous voyez ce que je veux dire. Au fond, la question qu'il faut se poser avec Emmanuel Macron, c'est le rôle et la place des corps intermédiaires. On évoquait les élus au début de l'émission, les partenaires sociaux. On ne peut pas ne pas prendre en compte la nécessité du dialogue avec les partenaires sociaux, qui ne sont pas uniquement les syndicats de salariés, qui sont aussi les représentants des organisations professionnelles. On ne peut pas imaginer une réorganisation, par exemple, des organismes consulaires dans notre pays. C'est quoi? Les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les chambres de commerce, sans dialoguer au préalable avec eux. Je crois que nous avons besoin de corps intermédiaires. Ils servent à coudre ensemble cette République qui a tendance à se communautariser, à se replier par petits groupes. Les corps intermédiaires sont indispensables. Ils doivent aussi se moderniser. Ils doivent aussi s'adapter. On ne doit plus mesurer le niveau et la qualité du dialogue social au nombre de jours de grève ou au blocage, comme une arme. Mais le dialogue social, c'est une attitude permanente. Et puisque tout à l'heure on me qualifiait de fantassin, les élus, je suis un fantassin du dialogue social. Et ancien ministre de cela aussi. On parlait en première partie d'émission de la colère des Français sur le pouvoir d'achat. Il y a aussi une colère des retraités dans le pays. Fin août, vous disiez que les retraités avaient le sentiment d'être un peu les abandonnés du pouvoir politique. Alors depuis, le gouvernement a quand même fait des gestes, notamment dans le PLFSS, en exonérant 350 000 retraités de la hausse de la CSG. Est-ce que ça va dans le bon sens, selon vous? Oui, mais il désindexe. Ce qu'il semble donner d'une main, il l'a pris d'une autre. En désindexant les retraites, je rappelle 0,3, c'est la première fois, au lieu d'1,6. Ça va avoir une traduction concrète extrêmement forte. Aujourd'hui, le projet de loi de financement de la sécurité sociale est examiné par la Commission des affaires sociales. Et je le sais, la Commission des affaires sociales a sur ce sujet une réponse différente, sans dégrader les équilibres financiers, mais pour ne pas faire peser sur les retraités cette désindexation. Désindexation des retraites, désindexation des allocations familiales. C'est aussi le modèle social, quelque part, qui est en train de se transformer. On aurait un modèle social pour les plus pauvres, on laisserait les plus fortunés réussir, et on pèse sur une classe moyenne. Et l'addition de tout ça, plus le coût de l'énergie, plus un certain nombre d'attitudes en absence de corps intermédiaire, tout ça conduit à cette ambiance si particulière que notre pays connaît depuis 2 semaines, avec en plus les mots parfaitement adroits d'un ou deux ministres qui ont particulièrement réussi. Vous pointez quoi? L'inexpérience, là? Il n'était pas préparé au pouvoir? Je ne pointe rien, je dis qu'il y a la nécessité de renouer le dialogue. Hervé Fabre. Gérard Larcher, là je m'adresse plus à l'ancien ministre du Travail que le président du Sénat. Vous parliez de dialogue social, il y a la négociation sur l'assurance chômage qui commence vendredi. On sent que l'État a quand même un peu envie de reprendre la main. Est-ce qu'il s'y prend bien? Et est-ce que vous diriez que le système d'assurance chômage aujourd'hui n'encourage pas la reprise du travail? Je crois qu'il y a la nécessité de revoir notre système d'indemnisation du chômage parce que la dimension d'accompagnement vers le retour à l'emploi est quand même le maillon faible de l'ensemble. Mais faisons confiance d'abord à la discussion entre les partenaires sociaux. Ils aboutissent, ils ont, au titre d'une loi absolument célèbre, sur la loi sur le dialogue social, une feuille de route que leur a proposé le gouvernement. La loi Larcher, on va juste le dire pour les téléspectateurs. Loi Larcher. C'est un peu immodeste, mais c'est quand même celle-là. Ils ont une feuille de route. Autour de cette feuille de route, ils peuvent ajuster, négocier. Ils ont un accord, cet accord, on le transcrit. Il n'y a pas d'accord. Sur la dégressivité, par exemple, est-ce qu'il y a une chance d'avoir un accord? Est-ce qu'il faut le présenter comme la dégressivité en tant que telle, punitive? Est-ce qu'il ne faut pas la présenter au contraire comme un élément d'ajustement progressif pour inciter au retour à l'emploi en l'accompagnant, par exemple, de formation? Donc vous êtes pour?
Je suis pour la négociation et on ne s'interdit rien. Quand on rentre dans une négociation, on dira, on ne parlera jamais de dégressivité, on ne parlera jamais de modifier les conditions avec lesquelles ont lieu les rapports avec Pôle emploi, alors on ne négocie pas. Sur la laïcité, puisque Emmanuel Macron envisage d'amender la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, est-ce que pour vous, il faut l'adapter ou est-ce que c'est un sujet politiquement explosif? Ce qui est politiquement explosif, c'est qu'une partie de celles et de ceux qui appartiennent à la communauté nationale s'en séparent progressivement. Je vis dans un département, les Yvelines, où il y a 2-3 lieux, 2-3 communes où j'ai le sentiment que la République s'est effacée devant des projets politiques d'une autre nature. Et d'ailleurs, on n'est pas toujours dans la violence, mais parfois on est dans le silence. Et c'est parfois plus inquiétant, le silence. Vous savez, je suis à 20 km d'une commune, je ne veux pas la montrer du doigt, mais la Verrière, par exemple, qui nous préoccupe. Il faut donc trouver avec l'islam une relation apaisée et sereine, comme la République l'a trouvé avec les autres religions. Le principe 1905, liberté de croire ou de ne pas croire. L'État assure, quelque sorte, la protection de la liberté d'exercer son culte. Mais en même temps, il y a un certain nombre de sujets. Il y a des rapports très nombreux qui ont été faits. Moi-même, avec Marcel Gauchet, je travaille sur ce sujet. Formation, imam et aumônier, transparence du financement, lutte contre l'islam radical, égalité homme-femme, sujet majeur, qu'on ne peut pas laisser uniquement qu'à des défilés à Paris. Parce que est-ce qu'il y a égalité homme-femme dans un certain nombre de lieux dans ce pays? La réponse est non. Et donc, je me bats pour la République. J'attends les propositions du gouvernement. Nous en aurons à faire. Il y aura des débats qui ne seront pas des débats uniquement de clivage politique. Mais au Sénat, depuis maintenant 4 ans, il y a un travail en profondeur qui est fait. Mike Pence, votre homologue, le président du Sénat américain, qui est le vice-président des États-Unis, c'est la Constitution. C'est la différence entre lui et moi. C'est la Constitution américaine qui est ainsi. C'est traditionnellement un rôle de facilitateur entre l'administration, comme on dit, et les assemblées, les parlements aux États-Unis. C'est ce rôle que vous avez un peu aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez un peu vice-président de ce pays? Ah, pas du tout. Je suis viager, moi, vous savez, dans la Constitution. Et d'ailleurs, ça évite toute confusion. La Ve République fait que je ne suis pas un acteur de l'exécutif. Deuxième personnage de l'État. Oui, mais c'est le protocole. Mais je suis le président d'une assemblée qui représente les territoires et au travers des territoires, les citoyens du territoire. Et c'est ce rôle-là qui est le mien. Sauf que, par tradition, le Sénat, je ne cesse de le répéter, dit jamais oui par discipline, jamais non par dogmatisme. Et c'est ça le Sénat. Et le Sénat, c'est un espace de liberté démocratique extraordinaire, aussi bien vis-à-vis de l'exécutif que vis-à-vis de ma formation politique. Eh bien, ça tombe très bien, parce que la troisième partie de cette émission va être consacrée, Gérard Larcher, avec vous, aux institutions et au Sénat. Tout de suite, c'est le Zap Matin qu'on va regarder ensemble, ce qui s'est passé dans l'actualité hier soir, ce matin, mais aussi dans les autres matinales d'infos. Nos confrères, c'est le Zap Matin de Christophe Combarieux. Vous restez avec nous et avec Gérard Larcher. À tout de suite. Notre objectif, c'est de créer une augmentation, c'est vrai, du prix du carburant, de faire en sorte qu'elle soit prévisible, de faire en sorte qu'elle soit progressive et de faire en sorte qu'elle soit accompagnée. Emmanuel Macron est quand même incroyable. Il demande aux régions de créer une aide, donc de créer une taxe, une aide, aux régions de la prendre en charge, et il dit vous ne serez pas fiscalisés sur cette aide qui est créée avec votre argent, dit-il aux Français. Enfin, c'est le monde à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ces pansements sur tous ces dégâts que vous faites? Considérer que le budget des régions serait capable de compenser de telles hausses de contributions, on est dans le domaine de l'histoire. Donc votre réponse est non. Ou de la patate chaude. Emmanuel Macron nous explique qu'il augmente les taxes de manière spectaculaire, mais qu'en contrepartie, il va pousser les régions à verser 20 € à quelques personnes, évidemment financées par leurs propres impôts. Les Français vivent cela comme une arnaque. Ils se disent, mais au nom
la transition énergétique, on vient nous ponctionner davantage pour financer une politique fiscale qui a fait le choix des plus riches il y a déjà plus d'un an. Il ne fera plus, vous ne parlez pas plus. Vous avez vu la colère dans la France qui monte le 17 novembre, vous allez la voir. Mais vous allez la voir, peut-être, j'entends un peu de tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger, vous êtes sûr? Mais non, mais il y a beaucoup de gens. Il y a un ras-le-bol général. De toute façon, aujourd'hui, de dire la colère, ça suffit. Il faut aussi prôner le calme et le sang-froid. Regardez le carburant, c'est une... Alors, je vais venir au carburant, mais le carburant, c'est pas Bibi. Il a essayé de parler le langage des Français d'en bas, c'est pas Bibi, mais c'est pas ça que les Français d'en bas attendent. Pas du tout. Mais... Là, en fait, il écoute même pas le monsieur lui parler. Ça veut dire que ce mouvement des Gilets jaunes ne vous effraie pas? Bon, si on commence à être effrayé par toutes les protestations qui naissent dans ce pays, alors on ne fait plus rien. Vous écrasez les gens. On entend les mots et on comprend que la situation, elle est difficile pour des gens qui, au fond, et pour une économie et pour un pays qui a toujours vécu depuis 40 ans sur le tout pétrole. Alors qu'Emmanuel Macron s'offrait un bain de foule ce midi, on apprenait que 6 personnes étaient interpellées pour un projet d'action violente contre le président. Il y avait effectivement des comportements d'un réseau lié à l'ultra-droite qui, on le voit depuis quelque temps, monte en puissance et se tourne vers de l'hyper-violence. Et donc il y avait des menaces concrètes qui nous ont inquiétés. La dénonciation du juif, du franc-maçon, du bolchevique sur Twitter aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est insupportable, que c'est inadmissible et que c'est même antidémocratique. La réalité, c'est qu'aujourd'hui sur Twitter, tout se déchaîne. On a une violence qui est exacerbée sur les réseaux sociaux. Voilà, vous êtes restés avec nous, c'est la troisième partie de Territoire d'Info. L'invité aujourd'hui, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, le deuxième personnage de l'État. Merci d'être avec nous, Gérard Larcher. Nous allons parler des institutions, de la réforme constitutionnelle et du Sénat, avec Saveria Rojek de Public Sénat, spécialiste de ces questions-là. Bonjour Saveria. Bonjour. Et bonjour Michael Zamès, vous êtes le rédacteur en chef et le coordinateur de cette émission. Bonjour à tous. Merci d'être sur le plateau. On vous voit pas toujours, mais là... on vous voit aujourd'hui. Bravo en direct et en cette duplex. Émission, à vous. En duplex et en direct de la salle des conférences du Sénat, une salle très fameuse, magnifique d'ailleurs. C'est Patrick Kanner, le président du groupe socialiste au Sénat. On reviendra à lui dans quelques instants. Il a des questions à vous poser, Gérard Larcher. L'un des gros chantiers pour la France et pour votre Assemblée, Gérard Larcher, c'est la réforme des institutions. On va y revenir avec Michael Zamès et Saveria Rojek. Où en est-on? Eh bien, Stéphane Amalian de Public Sénat nous fait le point avant qu'on en parle. La réforme des institutions de retour au Parlement en janvier prochain. L'annonce vient de Marc Fesneau, ministre en charge des relations avec le Parlement. La réforme comprend 3 volets, une loi organique, une loi ordinaire et une loi de révision constitutionnelle. Des textes qui seront vraisemblablement étudiés les uns après les autres. Quelle partie du texte revient, Jean? La partie constitutionnelle. Après, il y aura les lois organiques sur le cumul dans le temps et sur la réduction du nombre de parlementaires. Et puis une loi simple, qui est la loi sur la proportionnelle. Et il me semble, il faut donner le temps qu'il y ait dialogue entre l'Assemblée et le Sénat. Il n'y a pas lieu d'avoir de la précipitation. Problème, le Sénat milite pour une réforme en un seul bloc. Pour y voir plus clair, un point de vue qui fait consensus à droite comme à gauche au Palais du Luxembourg. Lorsqu'on aborde la question des institutions et de la Constitution, on aborde toutes les questions en même temps. Il faudra aborder le rôle de l'exécutif, il faut aborder le rôle du Parlement, en sachant que le contrôle de l'exécutif est une question essentielle. Et donc en abordant par petits bouts le dossier, c'est pas une bonne façon de prendre les choses. Le président du Sénat a dit à plusieurs reprises, et c'est la position de notre groupe, que la réforme doit être vue dans sa totalité, c'est-à-dire non seulement la loi constitutionnelle, mais aussi la loi organique, où du reste l'avis du Sénat doit être conforme. Donc nous, ce sera notre position, et je pense que le président du Sénat aura l'occasion de s'exprimer sur ce sujet. Marc Fesneau évalue à 12 ou 14 mois le temps nécessaire à l'examen des 3 textes. Ce calendrier quelque peu fractionné a toutes les chances de devenir un nouveau point d'achoppement entre l'exécutif et le Sénat. Alors, Gérard Larcher? Point d'achoppement, non. J'ai toujours dit que nous étions prêts à examiner le projet de loi constitutionnelle, puis le projet de loi organique et la déclinaison de la modification constitutionnelle et la loi ordinaire. On a mis un certain nombre de conditions. Pas d'abaissement des droits du Parlement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas moderniser le fonctionnement du Parlement. C'est d'ailleurs ce que nous faisons ici. En forme de clin d'œil
23 articles de la loi Egalim, vous savez, alimentation, agriculture. 21 étaient liés à des articles construits à l'Assemblée nationale sans respect des articles 41 et 45, parce qu'ils étaient soit réglementaires, soit hors sujet. Et donc on peut moderniser le fonctionnement de l'Assemblée, mais je tiens par-dessus tout au bicamériste qu'il est. Second sujet, la territorialité. On va y venir, on va y venir. Le président du groupe socialiste, que vous connaissez bien au Sénat, c'est Patrick Kanner, ancien ministre, donc président du groupe socialiste, c'est en direct depuis la salle des conférences du Sénat. Vous avez une question à poser, Patrick Kanner, à Gérard Larcher. On vous écoute. Oui, bonjour. Président. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être là avec vous ce matin, même à quelques mètres de distance. On se parle souvent et je tiens d'ailleurs à vous remercier pour la qualité de ce dialogue. Vous respectez votre position et j'en suis très heureux pour le bon fonctionnement de l'institution sénatoriale. Et nous parlons souvent de la réforme constitutionnelle. J'aurais une question avec 3 angles. Premier angle, vous l'avez abordé, mais vous m'avez un peu inquiété sur la tonalité concernant le rythme de l'analyse de la réforme institutionnelle, en acceptant potentiellement qu'elle puisse être fractionnée, pour ne pas dire saucissonnée dans le temps. J'aimerais que vous puissiez nous rassurer sur le sujet, parce que nous avons toujours dit, vous et moi, et aussi votre majorité, que nous voulions un examen global du texte, parce qu'il a une logique, une cohérence globale. Ces textes que nous allons ensemble, donc, je l'espère, améliorer. Deuxième question sur finalement les droits du Parlement. Il y a des articles qui posent problème aujourd'hui au sein de ce texte constitutionnel, notamment sur le droit d'amendement. Quelle est votre position? Et puis un troisième élément qui a été évoqué par Martial Bourquin, notre collègue socialiste, il y a quelques instants sur les écrans, à savoir comment améliorer la fonction de contrôle du Parlement. Fonction de contrôle notamment au travers des commissions d'enquête. Nous l'avons démontré avec la commission dite Benalla. Ne faudrait-il pas avoir plus de droits de tirage sur les commissions d'enquête, notamment pour l'opposition? Voilà quelques éléments, Monsieur le Président, que je voulais soumettre à votre sagacité. Vous répondez à Patrick Kanner, Gérard Larcher. D'abord, sur la globalité et donc la cohérence. Je partage avec le président Kanner qu'il ne peut pas y avoir d'incohérence. Et d'ailleurs, la première exigence, c'est de commencer par la partie constitutionnelle. Parce que la partie organique découle de la partie constitutionnelle. D'incohérence temporelle, c'est ça que vous voulez dire, oui, en fait. Enfin, temporelle. Vous savez bien qu'il y aura, sur la partie constitutionnelle, qui est un préalable, des navettes. Et vous savez que les navettes sont illimitées. Mais nous lirons l'un à l'autre, puisque, par exemple, la partie organique, elle est importante, notamment pour la représentation territoriale. Et il n'est d'ailleurs pas impossible, le président Kanner le sait, que nous introduisions dans la Constitution des éléments chiffrés, des éléments territoriaux que le gouvernement avait préféré renvoyer dans l'organique. C'est-à-dire, vous pouvez être un peu plus précis le sur cette nombre de parlementaires et la territorialisation de ces parlementaires. Je vais revenir d'un instant sur le nombre de parlementaires. C'est un point que nous partageons d'ailleurs avec le président Kanner. Le président de la République s'était fixé un objectif à 30%. 30% de parlementaires. À peu près 240, 244 pour être précis. Partons de la réalité. Partons de la réalité. Quel est le nombre de parlementaires qui permet de représenter convenablement les territoires? C'est ça le sujet. Et je vais prendre un exemple que j'ai donné au président de la République. La Nouvelle-Calédonie qui vient de choisir la France. Est-ce que la première réponse qu'on lui fait, au prétexte du nombre, vous n'aurez plus qu'un seul député, un seul sénateur? Vous voyez la traduction que ça aurait. Et la réponse du président de la République? Très attentive à mon observation que j'ai faite il y a plusieurs mois, parce que ça me préoccupait. Donc nous partons d'une réalité territoriale. Aucun territoire de ce pays ne peut pas être représenté en tant que tel, départements et collectivités à statut spécifique, et de là, on arrive au nombre. Le second des sujets, qui est quand même le droit du Parlement, dont parlait le président Kanner, qui est quelque chose d'essentiel, et notamment le droit d'amendement. Le droit d'amendement, pour moi, il n'est pas touchable, ce qui ne veut pas dire, par exemple, pour présenter les amendements, nous n'ayons pas un certain nombre de procédures. Nous pratiquons la législation en commission, qui n'est pas une amputation du droit d'amendement, mais qui, à l'initiative et avec l'accord de chacun des présidents,
permet sur des textes techniques de les travailler en commission et d'avoir la dimension plus politique dans l'Assemblée. Troisième des choses importantes que le président Caner, la fonction de contrôle. Je crois que nous devons renforcer la fonction de contrôle, notamment au Sénat. Le contrôle, c'est une des responsabilités du Sénat. Le président évoque les droits de tirage. Si on garde un peu de cohérence en tous les cas, dire. La réforme de 2008 a déjà permis beaucoup de progrès, mais ce n'est pas un sujet que j'écarte du tout. On va pas tout développer là tout de suite, on va essayer de le faire point par point. Si vous voulez bien revenir d'un instant sur ces textes qui, quelque part, sont faits à la découpe. Est-ce que vous dites aujourd'hui, on veut un accord global, comme l'a dit Patrick Caner, ou est-ce que vous êtes prêt à accepter ma démarche ces plans a toujours été un accord global. Et d'ailleurs, pour nous assurer... C'est pas ce qu'a dit Marc Fesneau. La démarche dans le dialogue que j'ai eu avec le président de la République a toujours été un accord global, notamment sur des sujets qui, pour moi, sont assez peu excitants. Je pense à la proportionnelle pour les députés. Vous pouvez revenir. Le président voulait 30%, on est arrivé à un moi 0%, mais on est arrivé naturellement à un compromis de 15%. Voilà. Mais le sujet numéro 1 dans la réforme constitutionnelle, c'est les droits du Parlement. Aucun abaissement des droits du Parlement, c'est le territoire. Et puis, un sujet dont on parle moins, c'est la relation avec les collectivités territoriales, l'autonomie financière. Une part d'autonomie fiscale des collectivités territoriales, ça figure pour l'autonomie financière dans la Constitution, en 2003. Il va falloir que nous la renforcions. Donc on l'a réinscrit dans la Constitution. Bien sûr, on l'a réécrit. Vous insistez beaucoup sur l'abaissement des droits du Parlement dans cette réforme. Vous insistez beaucoup ce matin là-dessus. Vous parlez de toucher aux droits. Vous parlez de toucher aux droits d'amendement. C'est également reprendre reprendre la maîtrise de l'ordre du jour. C'est un point important. C'est inacceptable ce qui nous est proposé. Soyons clairs. Inacceptable. Un gouvernement qui aurait la maîtrise de l'ordre du jour, ce serait la première fois depuis 1958 qu'une révision constitutionnelle conduirait à réduire les droits du Parlement. Moi, je pense qu'un exécutif fort a besoin d'un Parlement fort. En tous les cas, avec chacun des groupes du Sénat, nous allons reprendre nos discussions dès que le gouvernement lui-même aura confirmé, parce qu'il faut que l'Assemblée nationale se choisisse les deux rapporteurs principaux. Richard Ferrand est devenu président de l'Assemblée nationale et Marc Fesneau ministre. Donc il va falloir que nous ayons des interlocuteurs. Il y a eu un très gros travail fait de manière transgroupe qui a donné lieu à un rapport en février. Nous avons continué à dialoguer ensemble, nous continuerons à le faire. C'est la méthode de travail du Sénat. Et si je vous entends bien, vous réclamez ce renforcement du droit du Parlement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qui est proposé par le gouvernement, ce qui est fait depuis 1 an et demi, le droit du Parlement, il est quelque part, entre guillemets, je vais employer un mot fort, un peu bafoué. Il n'est pas bafoué puisqu'on applique l'ancienne Constitution. Et regardez, le président Caner faisait référence à une commission d'enquête qui a eu un immense succès télévisé, y compris pour Public Sénat. Nous appliquons, jamais nous ne lâchons sur les droits du Parlement. Une dernière question rapidement sur cette question-là, la réduction du nombre de parlementaires, sans revenir sur les chiffres, parce qu'on en a beaucoup parlé. La réduction du nombre de parlementaires, elle va forcément s'accompagner d'un redécoupage électoral. C'est-à-dire que ça sera un dossier géré par la place Beauvau, par le ministre de l'Intérieur, par Christophe Castaner. Est-ce que vous demandez aujourd'hui des garanties sur cet éventuel redécoupage? Il y a une commission de l'article 25 qui doit donner son avis sur les redécoupages. Il se trouve que j'ai à désigner une des personnalités que j'ai un peu attendu pour la désigner. Vous savez, je suis quelqu'un qui observe, analyse, est positif, mais en même temps prudent et attentif. C'est très politique, vous savez, le redécoupage. Ça veut dire qu'il y a la main de l'Élysée derrière? Attendez, je n'ai encore vu aucune main puisqu'on n'en est pas là. Oui, vous savez comment ça se passe. Vous avez connu ça sous Nicolas Sarkozy. En tous les cas, je propose qu'on l'écrive à plusieurs mains. C'est comme le piano, ça va mieux pour un certain nombre de pièces musicales. C'est un conseil que vous donnez, voilà. C'est un avertissement. Gérard, je vous propose qu'on joue à 4 mains là. C'est un conseil ou un avertissement? Ah, c'est même pas un avertissement, c'est qu'on appliquera pleinement l'article 25. Je menace personne. On a le droit, on applique le droit avec exigence. Gérard Larcher, vous en parliez il y a un instant, il y a une commission d'enquête qui a marqué les esprits et qui a fait beaucoup parler du Sénat et de Public Sénat d'ailleurs, vous avez raison. C'est la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Elle a montré les pouvoirs, on voit des images liées à l'institution du Sénat, des pouvoirs
assez fort. On y revient avec Samia Dechir avant de vous interroger là-dessus. L'emballement médiatique autour de l'affaire Benalla a mis en lumière une mission peu connue du Parlement. Les députés et sénateurs ne sont pas élus que pour voter des lois. Ils ont aussi une mission de contrôle. Les commissions d'enquête en font partie. Lorsque des parlementaires décident d'enquêter sur la gestion d'un service public ou sur des faits jugés graves, ils sont dotés pendant 6 mois de pouvoirs importants. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Toutes les personnes qu'ils souhaitent auditionner sont obligées de se présenter pour témoigner sous serment. La commission d'enquête publie ensuite un rapport dans lequel elle formule des recommandations. Dans le cas de l'affaire Benalla, qui concerne directement l'Élysée, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale n'a jamais publié ce rapport. La commission a implosé. Mais une autre commission d'enquête constituée au Sénat s'apprête, elle, à rendre ses travaux. Le Sénat, pour ce pouvoir de contrôle, alors là, il peut prendre une place que l'Assemblée nationale ne peut pas prendre. Pourquoi elle ne peut pas le prendre? Parce qu'il y a un manque de maturité dans notre démocratie qui fait que quand vous êtes du parti majoritaire, vous avez peur de contrôler les services qui sont sous l'autorité du gouvernement. Un contre-pouvoir qui reste toutefois limité. Les recommandations des commissions d'enquête n'ont pas force de loi. Le gouvernement n'a aucune obligation de les appliquer. Et Gérard Larcher, avec ce coup de fil là, dont on a beaucoup parlé du président de la République avant la réunion de cette commission d'enquête. Pas avant la réunion, au cours. Avant l'audition. Avant l'audition de M. Benalla. Je crois que cette commission d'enquête a montré la capacité des pouvoirs de contrôle du Parlement. Mais il y en avait eu d'autres. Souvenez-vous, la commission d'enquête sur la pollution de l'air. Un éminent professeur très respectable s'est vu traduit devant l'autorité de justice. Mais celle-ci, elle a marqué les esprits. Celle-là, elle a marqué quand même. Celle-ci, elle a marqué les esprits parce que naturellement, elle touche au fonctionnement des services de l'État, elle touche au fonctionnement de la sécurité des plus hauts personnages de l'État, et donc elle a marqué parce que on touche là à l'essentiel, et on voit bien que dans la Ve République, le rôle et la place du chef de l'État, le rôle et la place et le fonctionnement du gouvernement, celui des services de sécurité, c'est un sujet essentiel, sans confusion du genre, avec les procédures judiciaires en cours. Nous les avons parfaitement respectées. Sur ce point-là, oui, mais Jean Larcher, on a beaucoup dit on a beaucoup dit que le Sénat, que vous avez joué une partition dans cette affaire Benalla, dans l'importance prise par cette commission d'enquête. Est-ce que la commission d'enquête a été instrumentalisée politiquement? Par qui? Elle est totalement indépendante, autonome. Et pour ceux qui connaissent le président Bas, Jean-Pierre Sueur, Muriel Jourda, ceux qui vont les instrumentaliser, je ne les connais pas encore. La leçon de déontologie de Benjamin Griveaux. Oui, comme déontologue, vous repasserez. Voilà, quand le porte-parole il est spécialisé dans la gauloise. Il met en doute la déontologie de Philippe Bas, le président de la commission des lois. Est-ce que vous l'aviez trouvé quoi? Complètement déplacée, offensante? Oui, de même que des propos qui pensaient que j'allais devenir factieux. Vous connaissez ma réponse. J'ai le même âge que le général de Gaulle en 58. J'ai dit, c'est pas à mon âge que je vais commencer à devenir factieux. Soyons raisonnables. N'ayons pas peur des contre-pouvoirs. Dans la démocratie, nous jouons un rôle de contre-pouvoir. Et je pense que c'est utile à la démocratie. Le Sénat n'en a pas trop fait dans l'affaire Benalla. Il a fait son devoir. Michael Zamès. Le président de la République, c'était... Et il n'a d'ailleurs pas encore conclu. Absolument. Je rappelle que c'est dans quelques semaines sans doute que la commission... Quand non, c'est une question à poser au président Bas, c'est à lui et aux membres de la commission. Il faut bien comprendre. Je suis président du Sénat, mais je ne suis pas celui qui dirige les commissions. Bien entendu, mais vous regardez ça de près quand même. C'est quelque chose qui est attendu. Je regarde ça avec attention, y compris, comme je l'avais dit au président, pour respecter les principes de séparation des pouvoirs. Au cours de ce fameux fil, c'est ça? Monsieur Larcher, le président de la République s'est exprimé hier sur cette question. Il est revenu sur le cas Benalla et sur cette commission d'enquête. Il n'y a pas eu de milice de l'Élysée, je cite ses propos, pas de faute, et il dénonce une hystérie collective. Est-ce que c'est quelque part un message qui est envoyé à ceux qui sont en train de travailler justement sur ce rapport parlementaire? Regardez les images, c'était hystérique? Non. C'était peut-être hystérique ailleurs, mais pas au Sénat. Il a tort, le président Macron, de dire cela? Non, c'est son jugement sur les choses. Moi, je fais confiance à la commission des lois.
Gérard Larcher, un autre sujet à mobiliser les sénateurs ces dernières semaines, c'est la mise en place d'une commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'Église catholique. Cette commission s'est finalement transformée en mission d'information sur la pédophilie en général, les infractions sexuelles sur mineurs, hein, c'est le terme exact. Pourquoi la majorité sénatoriale, la droite et les centristes, ont refusé cette commission d'enquête? Est-ce que c'est un manque de courage? Ils n'ont pas du tout refusé, parce que la commission d'enquête, elle est de droit. Elle est le droit de tirage. Elle s'est transformée en mission d'information. Elle était le droit de tirage. Nous avons procédé, comme il doit être procédé, consultation du garde des Sceaux, qui, dans la rédaction de la proposition du groupe socialiste, tangentait ou traversait ou rentrait dans des procédures qui étaient en cours. C'est le cas de l'affaire Benalla. Pas du tout la même chose. Pas du tout la même chose, pardonnez-moi. Les réponses n'étaient pas les mêmes. La lettre du garde des Sceaux a été envoyée à chaque président de groupe et l'on l'a transformée en mission d'information. Cette mission d'information sur la proposition de 3 commissions. Et d'ailleurs, les socialistes participent comme rapporteurs à cette mission d'information. Les sénateurs n'ont pas cherché à protéger l'Église. C'est pas une commission d'enquête, on ne dépose pas sous serment, c'est pas pour ça qu'on va pas faire un travail en profondeur sur un sujet majeur. La protection des enfants, la protection des jeunes, c'est un sujet majeur. Et ce sujet majeur, le Sénat, j'en suis certain, au travers de sa mission d'information, le traitera en profondeur. Les sénateurs n'ont pas cherché à protéger l'Église? Je ne vois pas en quoi nous aurions cherché à protéger l'Église. Nous sommes là pour appliquer tout simplement des principes. Commission d'enquête, on ne vote même pas. C'est un droit de tirage du groupe politique socialiste. Observation de la garde des Sceaux. Cette commission d'enquête n'est pas possible en l'état. On n'abandonne pas pour autant. Au contraire, on met en place une mission d'information qui va regrouper 3 commissions, les lois bien sûr, les affaires sociales et la culture. Parce que quand on parle culture, on parle éducation et les jeunes, et on parle sport, les jeunes sont aussi particulièrement concernés dans ces secteurs-là. On parle des commissions d'enquête, on parle des missions d'information, évidemment la commission d'enquête Benalla. Est-ce que vous estimez, vous, en tant que président du Sénat, que pour l'institution, il y aura eu un avant et un après? Je crois que il y a le renforcement des principes des commissions d'enquête. Et je partage ce que disait le président Kader, c'est sans doute une réflexion qu'on doit avoir dans la préparation de l'examen. Nous avons déjà consacré un chapitre au pouvoir de contrôle, mais le questionnement qu'il m'a fait, pour moi, je le prends comme un questionnement qui va falloir... Et ça va un petit peu plus loin. Que nous allions plus loin. Et justement, si on va un tout petit peu plus loin, parce que on s'est aperçu que du pouvoir que vous aviez au Sénat, le Sénat est quasiment devenu la chambre de l'opposition. Est-ce que c'est bien cela, si on comprend? Vous êtes devenu l'opposition aujourd'hui au gouvernement? On n'est pas l'opposition au gouvernement. La majorité des groupes du Sénat se situe dans l'opposition au gouvernement, mais nous ne sommes pas une chambre d'opposition, mais une chambre de proposition, d'exigence et de contrôle. Gérard Larcher, c'est le contre-pouvoir girondin face au pouvoir jacobin d'Emmanuel Macron. C'était Hervé Marseille, le patron des sénateurs centristes, qui vous décrit comme ça. Est-ce que c'est une définition qui vous convient? Oui, mais pour autant, j'ai un petit côté jacobin, je disais Hervé Marseille, comme gaulliste, c'est-à-dire je crois au rôle et à la place de l'État, notamment dans ses missions régaliennes. Et j'aimerais bien que l'État s'occupe de ce qu'il a en responsabilité. Je reviens sur le détail. La question migratoire, c'est une responsabilité de l'État dont il ne peut pas se défausser sur les seuls départements. Donc, un État fort a besoin d'un Parlement fort. Un État fort n'a pas peur de la décentralisation. Moi, je propose une nouvelle étape de la décentralisation. Je propose que nous réfléchissions à cette nouvelle étape face à la tentation de recentralisation. Le jour où nous aurons trouvé l'apaisement avec les collectivités territoriales, en ajustant les lois NOTRe, les lois métropoles et un certain nombre de dispositions. Oui, revenir dessus, c'est ce que nous proposons. Ajuster. Vous savez, c'est les propositions... Les critiques de Ségolène Royal qui a dit que c'était une hérésie. Oui, enfin, Madame Royal, suivant qu'elle est au gouvernement ou ailleurs, a une vision assez différente des choses. Moi, j'essaie d'être stable et de ne pas assister à la fonte des glaces en pleurant. J'essaie, en ce qui me concerne, d'apporter des réponses pragmatiques et concrètes. Voilà pourquoi les travaux de juin
sur communes et interco. Voilà pourquoi des travaux qui vont être présentés aujourd'hui par la commission des lois, par la mission de suivi, et suivez-les. Ces travaux-là. Voilà pourquoi Françoise Gatel, qui va présenter en décembre l'ajustement sur les communes nouvelles, c'est une approche très pragmatique, très concrète. Nouveau temps de la décentralisation. D'un temps à la fois apaisé et approfondi de la décentralisation, sans nier les réalités financières. Les collectivités territoriales ne peuvent pas échapper à l'effort collectif que nous devons faire pour retrouver l'équilibre financier de ce pays. Je rappelle simplement que les collectivités contribueront d'ici 2022 à 50 milliards de désendettement du pays, quand l'État fera plus 330 milliards. Je ne dis pas ça pour opposer les uns aux autres. Je dis que 330 milliards, c'est pas si simple à diminuer que ça. Mais c'est ça la réalité. Quelques mots pour terminer, Gérard Larcher, sur le bicamérisme et sur vos relations avec Richard Ferrand. On sait que vous avez plutôt de bonnes relations avec lui, vous avez convenu de vous voir régulièrement. Vous avez, à la demande d'Emmanuel Macron, décidé de mettre en place un groupe de travail bicaméral et transpartisan sur le projet de loi de bioéthique qui sera examiné l'année prochaine. Le bicamérisme, cette façon de travailler, main dans la main, ça a de beaux jours devant soi. D'abord, en relation avec Richard Ferrand, c'est vrai, nous avons décidé de faire fonctionner le bicamérisme. Mais j'avais de bonnes relations aussi avec François de Rugy. Nous nous connaissions peu, nous les avons construites. Et avec Richard Ferrand, c'est vrai qu'il y a une démarche là aussi positive. J'ai dit à Richard Ferrand, et nous le partageons, qu'on ne pourra pas faire des conférences de consensus comme nous l'avons fait sur le logement, surtout. Et je pense que ça va être le rôle des rapporteurs et présidents des commissions spéciales de dialoguer. Mais on n'est pas main dans la main. Cette loi bioéthique. Le propre du bicamérisme, c'est d'abord deux paroles qui dialoguent, qui échangent et qui essaient de construire une convergence, ce que nous avons fait sur la loi. Dernière question. Et notamment sur la PMA, votre position peut être personnelle et en tant que président du Sénat. Ma position personnelle, c'est d'abord un débat digne. Un débat qui aille au fond des choses, qui ne se limite pas à la seule PMA, parce que, vous le savez... On se dirige vers la PMA pour tout. Mais on a d'abord des questions fondamentales en matière de génétique, de thérapie génique, de recherche sur l'embryon. Tous ces sujets-là, nous devons les prendre, les aborder. Nous avons en matière de PMA, quelle levée de l'anonymat, quelle gratuité du don, la traduction très claire du refus de la GPA, tous ces sujets-là, je veux être un facilitateur. Moi, je suis sur ces sujets ouverts avec des exigences. On traite de l'humain, on dépasse nos clivages politiques. Alors, et j'ai un modèle. C'est le débat qui a eu lieu ici il y a très très longtemps sur l'interruption volontaire de grossesse. Et les paroles de Simone Veil, quand elle était venue me voir pour me demander à ce que son épée lui soit remise au Sénat, elle m'avait dit, on m'avait dit que c'était une chambre de conservateurs passéistes. C'est là où j'ai été le plus entendu, écouté et respecté. Justement, Gérard Larcher, quand on regarde les sondages, les études, quand on interroge les Français sur le Sénat, on se rend compte que cette institution est encore perçue comme étant peu utile. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cette image ? D'abord, on a aussi un sondage que vous aviez fait. 76% des Français faisaient confiance au Sénat pour faire émerger la vérité dans la commission d'enquête. Je crois que c'est sur le terrain qu'il faut que, pas simplement le Sénat, mais les femmes et les hommes qui ont des responsabilités politiques, exécutifs, Assemblée nationale, Sénat retrouvent la confiance des Français. En se posant la question pourquoi seuls les maires adjoints, les conseillers municipaux ont la confiance, parce qu'ils sont en proximité. Je me bats pour cette proximité. Et d'ailleurs, c'est mon 17e département depuis le 1er septembre. Beaucoup, Gérard Larcher, d'avoir été notre invité. Merci, Mickaël Zamès, rédacteur en chef de cette matinale, et Saveria Rougec, spécialiste du Sénat, ici. Merci à l'ensemble des dirigeants des télés locales de France. Ce sont nos partenaires qui participent au pluralisme du paysage audiovisuel français. Ils nous permettent de faire cette émission chaque jour, dans la proximité avec les téléspectateurs et le contact avec les territoires, Gérard Larcher. Oui, je voudrais dire l'importance de la presse et des médias régionaux. Dans cette France qui, parfois, a le sentiment qu'elle n'existe pas quand elle est à plus de 50 km d'une grande métropole, vous jouez un rôle tout à fait essentiel. De représentation des vies territoriales, mais aussi de porter vers ces vies territoriales des réalités nationales et internationales.
je crois qu'il y a un vrai rôle de cohésion qui est joué et que ce rôle-là, il est un peu irremplaçable. Voilà pourquoi j'ai quelques inquiétudes, parfois sur l'état, la situation financière des uns et des autres. On a besoin de vous pour la République. Et avec cette exigence éditoriale. Merci Gérard Larcher. Dans un instant, la météo de Gilles Mourou sur le canal 13 de la TNT. C'est la seule météo avec les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes qu'on n'a pas oublié dans cette matinale. C'est unique sur la TNT. Merci Gérard Larcher. Merci. Au revoir à tous et à demain. Merci. Au revoir. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.